Bonjour et bienvenue dans ce 4e volume du cours de dessin pour débutants. Cette 5e leçon en vidéo du cours Ombre et Lumière est consacrée à la valeur locale. Dans cette leçon, vous allez étudier une valeur propre à chaque élément qui est utilisée comme base lors de la réalisation de l'ombrage d'un dessin. Vous apprendrez donc à utiliser la valeur locale, cette valeur moyenne, comme étalon afin de déterminer l'intensité lumineuse des valeurs claires et des valeurs sombres. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Dans la leçon précédente, vous avez appris à dessiner la forme des ombres selon le principe du clair-obscur. Cette transcription d'un modèle selon de forts contrastes permet de convertir le jeu complexe des valeurs en ombres aux formes définies. Cependant, vous avez aussi vu que pour restituer pleinement le relief d'un élément, vous deviez aussi transcrire les différentes valeurs produites par la lumière. En fait, ces deux aspects sont indissociables et doivent être combinés pour révéler pleinement la structure d'un objet éclairé. C'est d'ailleurs une erreur bien souvent commise par les débutants qui réalisent des dessins où seules les valeurs intermédiaires sont transcrites au détriment de la forme des zones d'ombre et de lumière. Cependant, cette tâche n'est pas aisée, car si la perception des formes, notamment par le contour, est relativement simple, celle des nuances l'est beaucoup moins. En effet, une source lumineuse dirigée vers un objet produit sur celui-ci une multitude de valeurs. De plus, notre perception de l'objet varie en fonction de l'orientation, de l'intensité et de la qualité de la source lumineuse. Pourtant, il s'agit du même objet, sa nature n'a pas été métamorphosée par l'éclairage. Seule la perception que nous en avons a été modifiée. Par exemple, si vous observez cette œuvre du Caravage représentant la mise au tombeau du Christ. Vous conviendrez avec moi que la tunique du personnage portant les jambes du Christ est d'une teinte orangée. Pourtant, elle apparaît à l'œil avec un nombre infini de variations de teintes et de valeurs. À chaque point de la tunique, ces teintes et valeurs diffèrent. Elle est ainsi orange dans la partie supérieure du dos, au-dessus du coude, elle prend des teintes jaunes et elle apparaît brun-rouge dans le bas. En ce sens, elle n'est pas vraiment d'une teinte uniforme orange. Pourtant, nous avons une perception générale de cette tunique et la considérons comme orange. Pour comprendre de quelle façon nous pouvons avoir une perception globale d'une teinte ou d'une valeur, il faut commencer par observer un sujet tel qu'il est dans l'absolu, c'est-à-dire dépourvu d'éclairage. Malheureusement, sans lumière, nous ne pouvons pas le voir. Pour l'étudier, nous devons donc utiliser une source de lumière la plus neutre possible, comme un éclairage frontal, faible et diffus. Sous ce type de lumière, les nuances sont peu prononcées et le sujet semble ainsi d'une valeur presque uniforme. La valeur que nous percevons alors sur cet objet éclairé par une lumière de ce type correspond à sa valeur de base, aussi appelée valeur locale. On considère généralement que cette valeur locale correspond à la valeur située entre la valeur la plus claire et la plus foncée, visible sur cet élément sous un éclairage normal. Je parle bien ici de valeur et non de teinte. Cette poire présente ainsi diverses teintes de jaune-vert et même d'orangé, mais une valeur relativement uniforme. Il s'agit donc d'une valeur moyenne qui n'est ni vraiment une lumière ni une ombre, mais à mi-chemin entre les deux. Attention, je parle bien de valeur moyenne, pas de gris moyen. Vous ne devez surtout pas confondre la valeur locale avec une valeur médiane qui serait au milieu d'une échelle allant du blanc au noir. Chaque objet, au-delà des variations de valeur provoquées par la lumière, possède ainsi une valeur locale propre. Cette valeur spécifique varie selon la couleur et la texture de l'objet, mais aussi le type d'éclairage. Je reviendrai sur l'influence de la qualité et de la quantité de lumière sur les valeurs perçues dans une prochaine leçon. Pour l'instant, je vais me contenter de développer la notion de valeur locale d'un sujet. La valeur locale, c'est donc la valeur propre d'un élément, celle qui dépend des caractéristiques de celui-ci, mais qui ne prend pas en compte les effets de la lumière. Ainsi, la valeur locale d'une pomme golden est plus claire que celle d'une orange,
qui elle-même sera plus claire que celle d'une tomate. Mais pour mieux comprendre le principe de valeur locale, observez ce buste de Benjamin Franklin réalisé par le sculpteur Jean-Antoine Houdon. Vous remarquerez que chacune des parties de ce buste, vêtements, cheveux, visage et au sein de ce dernier, les yeux et les lèvres, sont dans une seule et même matière, du marbre. Ce buste n'a donc dans l'absolu qu'une seule valeur locale, le blanc ou du moins un gris coloré très clair. C'est la lumière qui interagit avec les reliefs de ce buste qui modifie ainsi les valeurs visibles sur les diverses parties. Cependant, cette valeur locale est dépendante de la matière dans laquelle ce buste est réalisé. Elle serait par exemple toujours uniforme, mais plus sombre si ce buste était en terre cuite plutôt qu'en marbre. Par contre, si vous observez ce portrait de Benjamin Franklin, peint par Joseph Duplessis, vous constaterez cette fois que chaque partie du portrait a une valeur locale propre. Les cheveux de Franklin ont ainsi une valeur locale plus sombre que la veste, elle-même plus sombre que la peau du visage. Enfin, le gilet qui a la valeur locale la plus claire est néanmoins encore un peu plus sombre que la chemise. Mais ce n'est pas tout. Les valeurs des ombres et celles des lumières seront également différentes selon la valeur locale de chacun de ces éléments. En effet, comme je l'ai expliqué dans une précédente leçon, la lumière est constituée d'ondes électromagnétiques. Lorsque des rayons lumineux frappent un élément, certaines ondes sont renvoyées vers l'œil du spectateur et d'autres sont absorbées par l'élément. C'est la nature de l'élément, principalement sa couleur et sa texture, qui vont déterminer si les rayons seront absorbés ou renvoyés. Lorsque je dis texture, je veux parler de l'aspect de la surface de cet élément qui peut être lisse, pelucheux ou rugueux. Mais je parlerai de l'influence de la texture d'un élément dans une prochaine leçon. Pour l'instant, je vais faire abstraction de cette caractéristique, même si elle joue un rôle important dans l'absorption des rayons lumineux. Nous allons donc voir les interactions entre la lumière et la couleur d'un élément, ou plus exactement sa valeur locale. Un élément avec une valeur locale sombre absorbera une grande partie des rayons lumineux. C'est pour cette raison qu'en été, nous avons plus chaud dans un vêtement noir que dans un vêtement blanc. Les ombres sur ce type d'élément seront donc très sombres, tandis que les lumières auront des valeurs moyennes. De la même façon, un élément dont la valeur locale est claire n'absorbera qu'une faible partie des rayons lumineux et en verra la plupart. Là encore, c'est pour cette raison que nous sommes éblouis lorsque nous regardons un objet blanc sous une forte lumière d'été. Sur ce type d'élément, les ombres seront relativement claires et les lumières seront proches du blanc. Ainsi, lorsque vous observez une scène composée d'éléments variés, chaque élément a une valeur locale propre, mais aussi des valeurs d'ombre et de lumière spécifiques. Les valeurs des ombres et des lumières sur des éléments qui ont une valeur locale claire seront réparties sur une échelle de gris clair. Et sur les éléments ayant une valeur locale sombre, ces valeurs seront réparties sur une échelle de gris plus foncé. Par exemple, sur cette image, le bocal de cornichons et les oignons ont une gamme de valeurs foncées située dans le haut de l'échelle des valeurs. A l'inverse, la gamme de valeurs visible sur la motte de beurre, le papier et la barquette en bois est claire et se retrouve dans le bas de l'échelle des valeurs. Encore une fois, je raisonne ici uniquement en valeurs, c'est-à-dire en niveau de gris, mais ces valeurs sont bien sûr indissociables de la notion de couleur. En résumé, la valeur locale est propre à chaque élément et de son intensité dépend également celle des ombres et lumières. Autrement dit, la gamme de valeurs visibles sur un objet est déterminée par sa valeur locale. Le trio de valeurs que forme la valeur locale, la valeur claire correspondant aux parties éclairées et la valeur sombre correspondant aux parties dans l'ombre, constitue donc un excellent point de départ pour restituer les reliefs d'un sujet. Ces trois valeurs vont vous servir pour apprécier correctement les autres valeurs que vous pouvez observer sur votre modèle. La valeur locale constitue ainsi un premier point de repère. En vous référant à cette valeur moyenne, vous pouvez en effet comparer visuellement la densité des autres valeurs afin de déterminer si ces valeurs sont plus claires ou plus foncées que cette valeur locale. Pour cela, vous pouvez par exemple, comme vous allez le faire dans l'exercice qui suit, utiliser du papier teinté.
La teinte du support jouant le rôle de valeur locale, il vous sera plus facile de visualiser l'intensité des valeurs d'ombre et de lumière en utilisant la valeur du support comme étalon. Pour restituer l'essentiel des nuances visibles, il suffira en effet d'ajouter les valeurs claires à l'aide d'un crayon blanc ou clair et les valeurs foncées à l'aide d'un crayon noir ou sombre. La valeur locale vous permet donc de contrôler l'équilibre des valeurs en confrontant cette valeur moyenne aux autres afin d'éclaircir ou de foncer progressivement votre dessin. L'utilisation de papier teinté servant de valeur locale est vivement recommandée pour débuter. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les gradations d'ombre, vous pourrez continuer à utiliser des supports teintés pour les qualités particulières des dessins produits sur ce type de papier. L'étalon que constitue la valeur locale pourra également être combiné avec la valeur plus claire et la valeur la plus sombre. Ces deux autres valeurs serviront de limite puisqu'aucune valeur ne pourra être plus claire ou plus sombre que ces valeurs extrêmes. Les trois valeurs étalons, que sont la valeur locale et les deux extrêmes, forment ainsi les principaux jalons de l'échelle tonale dont nous allons parler dans la leçon suivante. Voilà, cette leçon sur la valeur locale et son apport dans la transcription des ombres et lumières est à présent terminée. Je vous invite donc à passer à la vidéo suivante afin de mettre en pratique les notions étudiées au travers de divers exercices.